Il existe des personnes qui n'ont pas réellement franchi la porte de leur maison depuis des semaines. Pas parce que leurs jambes ne fonctionnent pas parce qu'elles en sont physiquement incapables, mais parce que quelque chose, à l'intérieur d'elles, les retient. Quelque chose d'invisible, quelque chose de silencieux, quelque chose que les autres ne voient pas. Elles annulent des sorties à la dernière minute. Elles laissent les messages sans réponse. Elles regardent la vie se dérouler à travers une fenêtre, à travers un écran, à travers des souvenirs. Et vu de l'extérieur, tout semble simple. Elles sont paresseuses. Elles manquent d'ambition. Elles sont antisociales. Elles gaspillent leur vie. Mais si rester chez soi n'était pas de la paresse, et si c'était une stratégie de survie, et si les murs n'étaient pas une prison mais une armure, aujourd'hui, nous n'allons pas juger, nous allons comprendre. Car la psychologie des personnes qui ne quittent jamais leur maison ne parle pas de faiblesse. Elle parle de sécurité. Elle parle de peur. Elle parle de surcharge sensorielle. Elle parle d'épuisement émotionnel. Elle parle de blessures invisibles. Elle parle de besoin de contrôle. Et parfois, elle parle simplement de survie. Et si vous écoutez attentivement, vous reconnaîtrez peut-être une partie de vous-même dans cette description. 1. Quand la maison devient le seul endroit où le corps se détend. Pour certaines personnes, la maison n'est pas simplement un lieu physique. C'est un refuge neurologique. C'est le seul espace où leur système nerveux cesse d'être en alerte. À l'extérieur, il y a des attentes implicites. Il y a du bruit constant. Il y a des regards. Il y a de l'imprévisibilité. Chaque sortie implique une exposition. À l'intérieur, au contraire, il y a de la familiarité. La lumière est choisie, la température est maîtrisée, les sons sont connus, les odeurs sont rassurantes. Personne n'évalue, personne n'observe, personne ne juge. Psychologiquement, cela change tout. Lorsqu'une personne a vécu du stress chronique, des tensions familiales, des humiliations répétées, des environnements instables ou des relations imprévisibles, son cerveau s'adapte. Il devient hyper vigilant. Cela signifie que son système nerveux fonctionne en mode alerte, même en l'absence de danger réel. Le monde cesse d'être neutre. Il commence à sembler menaçant. Même si objectivement, il ne l'est pas, le cerveau humain ne fonctionne pas uniquement sur la logique. Il fonctionne sur la mémoire émotionnelle. Si les expériences passées ont associé l'extérieur à la douleur, à l'embarras ou à l'insécurité, le corps enregistre une équation simple. Extérieur, risque. Intérieur, sécurité. Alors, rester chez soi devient une manière de réguler le stress. Ce n'est pas une fuite consciente, c'est une adaptation. C'est le corps qui cherche à retrouver un état d'équilibre. Et parfois, c'est la seule stratégie que la personne connaît. 2. Solitude choisie ou isolement subi. Il est essentiel de distinguer deux réalités très différentes. Certaines personnes aiment profondément la solitude. Elles se sentent nourries par le silence. Elles pensent avec plus de clarté seules. Elles ont besoin de temps pour intégrer leurs émotions. Elles trouvent leur créativité dans l'introspection. Cela s'appelle l'introversion. Ce n'est ni un trouble, ni un défaut. C'est une variation naturelle de la personnalité. Mais il existe une autre forme de retrait. Une solitude qui ne ressemble pas à un choix, mais à une contrainte intérieure. La différence est subtile, mais fondamentale. L'introversion dit « je préfère être seul ». L'évitement dit « je n'ose pas affronter l'extérieur ». L'évitement commence doucement. On décline une invitation, puis une autre. On reporte un rendez-vous, on ignore un appel.
Au début, cela semble anodin, mais le cerveau apprend rapidement. Chaque fois que l'on évite une situation anxiogène, on ressent un soulagement immédiat, et ce soulagement renforce le comportement. C'est ainsi que la zone de confort commence à se réduire. Moins on sort, plus sortir devient difficile. Moins on voit de gens, plus les interactions deviennent intimidantes. Et progressivement, la maison devient le monde entier. 3. La fatigue sociale à l'ère moderne. Nous vivons dans une société de performance permanente. Réseaux sociaux, compétition professionnelle, comparaison constante, pression d'être intéressant, pression d'être productif, pression d'être séduisant. Sortir ne signifie plus simplement exister. Cela signifie être observé. Pour certaines personnes, chaque interaction sociale ressemble à une scène. Elles ont l'impression d'être évaluées. Chaque phrase est analysée. Chaque geste est interprété. Chaque silence est pesé. Les personnes particulièrement sensibles traitent davantage d'informations. Elles remarquent les micro-expressions, les changements subtils de ton, les variations d'énergie dans une pièce. Cela demande une énergie immense. À la fin de la journée, elles ne sont pas simplement fatiguées, elles sont épuisées. Et lorsque rentrer chez soi procure un soulagement intense, la question finit par apparaître. Pourquoi repartir ? Pourquoi se remettre volontairement dans un environnement qui vide nos ressources ? Rester à la maison devient alors une stratégie d'économie émotionnelle. 4. Quand une blessure transforme l'extérieur en menace. Beaucoup de personnes qui ne sortent plus étaient autrefois actives. Elles avaient des amis, des projets, des sorties régulières. Puis quelque chose s'est produit. Une rupture brutale, une humiliation publique, une crise de panique dans un lieu fréquenté, un échec professionnel, une trahison, une période de dépression intense. Après une expérience douloureuse, le cerveau cherche à prévenir la répétition. Il analyse le contexte. Si la douleur s'est produite à l'extérieur devient associé au danger. Le mécanisme est inconscient. Il ne dit pas « je suis traumatisé ». Il dit « évitons ce qui pourrait reproduire cette souffrance ». La maison devient alors un bouclier. Mais il y a un paradoxe cruel. La sécurité absolue réduit aussi les possibilités. Moins de risques signifie moins de blessures potentielles, mais aussi moins de joie. Et lentement, la protection peut se transformer en isolement. 5. Le besoin de contrôle dans un monde imprévisible. À l'extérieur, il existe une réalité difficile à accepter. Nous ne contrôlons presque rien. Nous ne contrôlons pas le trafic. Nous ne contrôlons pas l'humeur des autres. Nous ne contrôlons pas les regards. Nous ne contrôlons pas les imprévus. Nous ne contrôlons pas les critiques. Chaque sortie implique une part d'incertitude. Et pour certaines personnes, l'incertitude est profondément angoissante. Surtout pour celles qui ont grandi dans des environnements instables, familles imprévisibles, conflits constants, insécurité émotionnelle, chaos quotidien. Lorsqu'on a vécu longtemps dans l'imprévisibilité, le cerveau développe un besoin intense de maîtrise. La maison devient alors un espace de contrôle total. Mais le contrôle peut devenir une illusion rassurante, car la vie, par nature, implique une part d'imprévisible. Et lorsqu'on cherche à éliminer toute incertitude, on finit parfois par éliminer aussi toute possibilité. 6. L'anxiété anticipatoire. La peur avant même l'événement. Il existe une forme d'anxiété particulièrement puissante, l'anticipation. Parfois, le plus difficile n'est pas d'être à l'extérieur, c'est d'imaginer l'extérieur.
le cerveau commence à projeter des scénarios. Et si je dis quelque chose de maladroit? Et si je perds mes moyens? Et si les autres me jugent? Et si je panique? Et si je ne peux pas partir? Ces scénarios activent le système nerveux comme si la situation était réelle. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, la respiration change. Le corps réagit à une possibilité comme à un danger concret. Alors, la personne prend une décision logique à court terme. Éviter 7, la dépression silencieuse et le retrait progressif. Toutes les personnes qui restent chez elles ne sont pas anxieuses. Certaines sont épuisées. La dépression ne ressemble pas toujours à des pleurs visibles. Elle ressemble souvent à un vide, un manque d'énergie, un manque d'élan, un manque d'intérêt. Sortir demande un effort. S'habiller demande un effort. Parler demande un effort. Sourire demande un effort. Quand tout semble lourd, même les gestes simples deviennent des montagnes. Alors la personne reste chez elle, non pas parce qu'elle ne veut pas vivre, mais parce qu'elle n'a plus la force de faire semblant. Et malheureusement, le monde interprète souvent cela comme de l'indifférence. Ce malentendu augmente la solitude. Et la solitude renforce la dépression. La personne qui ne quitte jamais sa maison n'est pas toujours paresseuse. Elle n'est pas toujours faible. Elle n'est pas toujours antisociale. Parfois, elle est surchargée. Parfois, elle est épuisée. Parfois, elle est en train de guérir. Parfois, elle est terrifiée. Parfois, elle est simplement en train de survivre. Et parfois, elle attend. Elle attend de se sentir assez forte, assez stable, assez en sécurité. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez ceci. Vous n'êtes pas anormal. Votre comportement a une logique. Il a une histoire. Mais posez-vous une question honnête. Êtes-vous en train de vous protéger ou êtes-vous en train de vous limiter? Il y a une différence. Le monde n'est pas parfait. Il peut être bruyant, imprévisible, exigeant, mais il contient aussi des rencontres inattendues, des instants de lumière, des opportunités que l'on ne peut pas vivre derrière une fenêtre. Vous méritez de participer à la vie, pas seulement de la regarder passer. Et parfois, tout commence par un pas hésitant, mais réel.